Merci beaucoup, Serami. Bonjour à tous. Vous êtes bien matinaux ce matin. C'est toujours un plaisir de faire partie d'une équipe de choc et l'équipe du bureau de l'AFMAPAT, que je remercie infiniment, surtout Monsieur le Président, pour l'organisation et pour le choix des thèmes et des orateurs. Monsieur Fessi, vous allez commencer cette séance dédiée à la pathologie obstructive. Et donc, je vous donne la parole. Vous avez 20 minutes pour présenter. On aura 10 minutes pour poser des questions dans la salle. À vous la parole, Monsieur Fessi. Merci, Madame la Présidente. Merci à l'AFMAPAT de m'avoir invité. Alors, on va commencer cette matinée par un sujet qui est toujours d'actualité. C'est le phénotypage de l'asthme qui rentre dans le grand thème de la médecine personnalisée. Et on va voir un petit peu, on va essayer de définir ce que c'est qu'un phénotype, un endotype et quel est l'intérêt. Alors, je n'ai aucun lien financier avec cette présentation. Alors, on va commencer par un petit peu de vocabulaire, c'est important pour mettre les choses en place. Le phénotype de l'asthme, ça c'est ce qu'on fait depuis toujours. Le phénotype de l'asthme, c'est l'examen clinique, l'interrogatoire, l'asthme du nourrisson, l'asthme de l'obèse, l'asthme de la femme enceinte, ce sont des choses que nous pratiquons depuis très longtemps. C'est le tableau clinique. Alors, les phénotypes, ils dépendent de quoi? Pourquoi est-ce qu'un malade a un asthme sévère ou un asthme léger? Ça dépend du type d'inflammation sous-jacente, c'est ce qu'on appelle l'endotype. Et on va le voir, il y a plusieurs types d'inflammation dans l'asthme. Et chaque type d'inflammation va donner un phénotype particulier. Les endotypes, ils sont dépendants du génotype. L'asthme est une maladie génétique. Il y a plusieurs gènes dans l'asthme et c'est la génétique qui va moduler l'inflammation et donc donner les différents phénotypes. Le génotype, il est influencé par plusieurs éléments. L'épigénétique, on en a parlé hier, qui peut modifier et même modifier de façon permanente l'ADN qui sera donc transmis de la mère à l'enfant. L'environnement aussi, donc l'exposome, va agir à la fois sur le génotype et directement sur l'endotype. Les principaux éléments de l'environnement qui vont modifier l'histoire naturelle de l'asthme, c'est le tabac, la pollution, les virus, en particulier les infections virales de l'enfance. On parle aussi de thératype. Le thératype, c'est la réponse au traitement, donc les corticosensibles, corticorésistants, donc pour compléter le tableau. Alors, les phénotypes de l'asthme, ils sont définis par des critères cliniques et physiopathologiques. On vient de le dire, il y a beaucoup de phénotypes différents. Les principaux sont l'asthme allergique précoce. J'ai oublié de lancer mon chrono. Pas grave. Oui, mais je préfère l'avoir devant moi, là, ici. Donc, l'asthme allergique précoce qui débute dans l'enfance, caractérisé par une hypersensibilité aux allergènes et une atopie. À l'inverse, il y a l'asthme non allergique tardif, l'asthme sévère réfractaire, l'asthme associé à l'obésité et une forme très particulière, frontière, l'exacerbation induite par l'exercice. Donc ça, ce sont des tableaux cliniques, mais il faut savoir que on n'a pas de notion sur le type d'inflammation quand on étudie uniquement le phénotype. Donc il est difficile de guider le traitement par les biothérapies en particulier, quand on n'a pas vraiment classifié l'inflammation. D'où l'intérêt donc d'aller plus loin au niveau des endotypes de l'asthme pour voir quel type d'inflammation est derrière ces signes cliniques. Alors il y a beaucoup de tableaux, donc figures sur l'inflammation de l'asthme. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a trois grands groupes d'inflammation. Ici, vous avez l'asthme allergique. Ici, vous avez l'asthme T2, on va le voir en détail. Et ici, vous avez l'asthme T2 bas, c'est l'asthme frontière avec la BPCO ici. Et plus vous allez vers la droite, plus vous avez des formes sévères cliniquement d'asthme. Et ici, donc, vous avez toutes les cellules impliquées et entre une cellule à l'autre, vous avez les différentes cytokines et pour chaque cytokine, vous avez une biothérapie adaptée. On va essayer d'éclater ce tableau et de voir un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, l'inflammation T2, donc je reviens ici sur l'inflammation T2 qui est dans cette colonne ici du milieu, elle-même est subdivisée en T2 haut et T2 bas. L'inflammation TH de haut, T de bas, c'est une inflammation eosinophilique dont les cytokines sont l'interleukine 4, la 5 et la 13. Les biomarqueurs
biomarqueurs, parce qu'on ne sait pas encore doser les interleukines pour voir laquelle est prédominante. Mais on va aider de biomarqueurs qui vont nous orienter vers le type d'inflammation. Les biomarqueurs ici, ce sont les eosinophiles qui sont élevés, supérieurs à 300 dans l'endotype T2. Le NO qui est supérieur à 50 avec des IgE élevés. Donc ça, c'est un petit peu le type T2, l'inflammation T2. À l'inverse, le T2 bas, c'est une inflammation neutrophilique ou possigranulocitaire. Elle est médiée par l'interleukine 17 et le TNF-alpha. Les biomarqueurs ici, ce sont les neutrophiles. Donc on retrouve les neutrophiles dans les expectorations. Plus de 60% de neutrophiles dans la cellularité des expectorations avec un NO qui est bas. Donc vous voyez, c'est très différent du T2 haut par rapport au T2 bas. Alors il y a un endotype mixte, il y a toujours des chevauchements, l'endotype mixte où il y a la voie T2 et le TH17 qui sont associés. L'implication thérapeutique, donc c'est l'intérêt donc de mettre en évidence ces différents endotypes, c'est la distinction entre, on vient de le voir, entre le T2 haut et le T2 bas pour adapter une stratégie thérapeutique. Pour adapter une stratégie thérapeutique et orienter la prise en charge et le suivi. Le traitement du T2 haut, je le répète, c'est une inflammation eosinophilique avec hyperréactivité bronchique. Le traitement, c'est essentiellement la corticothérapie inhalée. La corticothérapie inhalée va réduire l'inflammation en inhibant la production des cytokines T2, celle qu'on vient de citer, et l'infiltration eosinophilique. L'indication principale, c'est l'asthme persistant nécessitant un traitement de fond. Alors, cette corticothérapie, elle a des limites, elle est moins efficace dans l'asthme sévère eosinophilique, dans la colonne du milieu, qui va donc nécessiter parfois des biothérapies pour pouvoir stabiliser le malade. Quelles sont ces biothérapies qui sont proposées dans l'asthme T2? Il y a les anti-IgE dont on dispose, qu'on utilise déjà depuis une dizaine d'années, l'omalizumab. Son mécanisme, c'est la neutralisation des IgE libres qui vont empêcher donc l'activation des mastocytes et la libération des médiateurs inflammatoires. Les indications sont bien précisées, bien qu'elles aient évolué dans le temps, les indications se sont élargies. C'est essentiellement donc l'asthme allergique avec des IgE. Le biomarqueur principal, c'est les IgE. Ce sont des IgE très élevés, supérieurs à 1500 unités par millilitre. C'est un traitement relativement efficace qui réduit les exacerbations de 40 à 50% avec amélioration de la fonction respiratoire. Les autres biothérapies proposées, les anti-interleukine 5, il y en a plusieurs, mepolizumab, restlimumab, benralizumab. Ils vont bloquer, ces trois molécules vont bloquer l'interleukine 5, qui est la cytokine de recrutement et la survie des eosinophiles. Donc, vous voyez, ça bloque pratiquement au départ la réaction inflammatoire. L'implication de ces trois molécules, c'est l'asthme eosinophilique sévère avec des eosinophiles sanguins supérieurs à 300 par microlitre. Il y a des différences entre les trois, donc on les a mises ensemble, mais il y a quand même des différences sur les eosinophilies. Le polizumab, le benralizumab. Quand on va du premier jusqu'au dernier, l'éosinophilie est plus importante. Pour le benralizumab, on arrive à obtenir une déplétion complète des eosinophiles. Un papier intéressant que je c'est l'utilisation du mepolizumab, donc celui-ci là qui est utilisé dans la polizumab. Ben, on l'a testé sur la BPCO. Chez BPCO, bien sûr, la BPCO, le phénotype est eosinophilique de la BPCO. Comme dans l'asthme, on a le phénotype neutrophilique. La BPCO, on a un phénotype eosinophilique et ça crée un chevauchement. Et justement, effectivement, dans la BPCO, le phénotype eosinophilique, le mepolizumab va entraîner une diminution du nombre d'exercitions. Donc c'est
ce sont donc des thérapies qui n'agissent pas contre des maladies, mais qui agissent contre des mécanismes. Ce mécanisme est retrouvé ou dans la BPCO. D'autres biothérapies encore qui sont en développement. Les anti-interleukine 4 et anti-interleukine 3, le dupilumab, le Dupixent. J'ai mis un petit... C'est l'une des biothérapies qui va bientôt être disponible. On en entendra parler dans les prochains mois. Une autre molécule, c'est le tezepelumab, qui est très intéressant. C'est un TSLP. TSLP, c'est une molécule qui a l'intérêt d'être vraiment tout à fait au départ de la chaîne inflammatoire. Donc, le tezepelumab va bloquer l'inflammation, soit son type. On va le voir dans le schéma qu'on avait vu tout à l'heure. Donc, ça, ce sont les 3 types inflammatoires. Et je ne sais pas si vous voyez, le TSLP, il agit pratiquement au niveau des 3 inflammatoires et il agit tout à fait vraiment au départ de l'inflammation. Donc, c'est une molécule très prometteuse. Les biomarqueurs utilisés, donc, de ce dont on a parlé, donc, le LGE et les profils dans les expectorations. Donc, l'utilisation de ces différents, il en manque un, on va voir tout à l'heure, l'utilisation de ces différents biomarqueurs mis ensemble, ça va nous orienter vers quel type d'inflammation et quelle biothérapie on va proposer. À ce sujet, oui, donc je disais qu'il manquait un biomarqueur. Ici, c'est un travail assez ancien sur l'ébrimumab. Ils ont étudié donc les molécules dans l'asthme et qu'est-ce qu'ils ont étudié? La modification du VEMS, l'amélioration du VEMS. Ici, vous avez le groupe traité. En bas, vous avez le placebo. Il y a une petite différence. Statistiquement, une différence. Dans ce travail, ils ont compris que le léquizumab n'a aucun intérêt dans l'amélioration de la fonction respiratoire. Ils ont revu leur papier et ils ont étudié la périostine. La périostine est une molécule qui agit dans le métabolisme osseux, dans certains cancers. C'est une molécule inflammatoire qui permet, elle aussi, de typer un peu l'inflammation. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Donc, ces malades-là, ils sont allés chercher la périostine et ils ont groupé ces malades en périostine élevée, de périostine, et ils ont eu la surprise de voir que quand on va typer donc, les malades avec la périostine, il y a une grande différence. Ça, c'est les malades qui ont une périostine élevée, et ça, c'est les malades qui ont une périostine basse. Vous voyez qu'il n'y a pratiquement aucune différence entre les deux groupes, mais dès qu'on utilise la périostine comme biomarqueur, la différence est flagrante. Donc, il y a une amélioration sous traitement. Donc, c'est vraiment l'intérêt d'aller creuser pour typer l'inflammation les différents biomarqueurs. C'était le T de haut, maintenant la T de bas. C'est un axe qui est souvent résistant aux corticoïdes. Il est caractérisé par une inflammation neutrophilique médiée par la NFA. Là aussi, le traitement de protéines, c'est la corticothérapie inhalée, mais l'efficacité est limitée. La réponse est faible au niveau des neurophiles, il y a une résistance aux glucocorticoïdes. Donc, ce qui est difficile à traiter. Monsieur Ali, il va parler tout à l'heure des autres en dehors des biothérapies dans l'asthme. Peut-être que je vais passer vite. Ali, tu fais ça? Je continue. Les traitements alternatifs, quand les traitements de protéines, corticothérapie de deuxième ligne, biothérapie, quand ces traitements ne sont pas efficaces, on a d'autres possibilités. Bien sûr, les lamas, donc comme le chef de file des lamas, c'est le thiopropium.
son effet bronchodilateur, il réduit l'hyperréactivité bronchique, il améliore le contrôle des symptômes. Il y a un petit plus par rapport au LABA. Les macrolides ont aussi proposé sévère résistant aux corticoïdes, par surtout l'azithromycine, par l'effet anti-inflammatoire sur le neutrophile. Donc, c'est intéressant dans l'inflammation neutrophile. On retrouve l'utilisation de l'azithromycine dans d'autres pathologies inflammatoires en dehors de l'asthme. L'indication, asthme sévère non éosinophile, bien sûr, les exacerbations fréquentes. Et on peut arriver à diminuer les exacerbations, dans cette étude, de 30 à 50%. D'autres molécules, encore en étude, l'interleukine 17, l'antiténène, je vais passer. Tout ça, c'est encore à l'étude. Dans les prochaines années, ça va venir marcher. Alors, un petit peu pour arrêter, donc on a parlé de l'inflammation de l'asthme, qui est l'inflammation T2, qu'elle soit haute, basse ou mixte. Pourquoi T2? Parce qu'il y en a d'autres, il y a la T1, T3, donc c'est une façon de savoir quand même. L'inflammation bronchique, c'est une inflammation qui est médiée par les lymphocytes et c'est une réponse cellulaire aux antigènes infectieux. La T3, c'est les lymphocytes TH17, l'interleukine 17 et 22. C'est elle aussi une inflammation neutrophilique contre les extracellulaires et les blessures que l'on retrouve aussi vis-à-vis du SOA, donc la maladie auto-immune. Alors, il faut prendre le malade dans sa globalité, donc il n'y a pas que les biothérapies, les corticothérapies pour traiter. Gérer comorbidité, gérer les facteurs aggravants. L'obésité, c'est donc il y a un phénotype et de toute la perte de poids, mais de réduire la pression systémique et va donc améliorer au traitement. Le tabagisme, bon, si c'est pas, c'est une évidence. Il y a des asthmatiques qui fument dans votre patientèle, des asthmatiques qui continuent, mais c'est vraiment difficile à changer. Les infections respiratoires chroniques vont aggraver et rendre l'asthme difficile à traiter. Le suivi comme le suivi clinique, fonctionnel, mais le suivi par différents biomarqueurs qu'on a cités, c'est très important. La diminution du taux d'éosinophiles, la diminution du taux d'IgE. Qu'est-ce qu'on peut dire en conclusion? On va évolution vers une de précision pour, en dehors de la cortisone, des traitements ciblés en fonction justement des différents endotypes. Plus la thérapeutique est ciblée, plus le traitement est efficace et plus les secondaires sont de cibler au maximum le traitement. L'approche endotypique basée sur le biomarqueur, indirectement, on caractérise les indirectement par les biomarqueurs, au moins les neurophiles, indispensables pour poser le diagnostic de départ et pour l'intégration de ces biomarqueurs en charge clinique, améliorer l'efficacité thérapeutique, ça a été tout à fait démontré en réduisant les exacerbations, c'est ce qu'on cherche, en améliorant la fonction respiratoire et in fine en améliorant la qualité de vie des patients asthmatiques. Je vous remercie.